Le plaisir au travail est quelque chose d'incontournable. J'essaye de positionner les gens sur des périmètres où ils vont prendre le plus de plaisir. Moi, j'ai confiance dans l'humain. J'ai confiance dans les gens. C'est vraiment un point extrêmement important pour moi. Voilà. Donc, j'ai eu confiance dans toutes mes équipes quand je suis arrivé. J'essaye de les faire progresser avec cette confiance. Bienvenue dans notre podcast Culture Talent. Je suis Florence Hardy, créatrice du Labo des Talents. Chaque mois, des dirigeants et des managers se confient à moi et partagent comment ils s'appuient sur leurs talents naturels pour réussir tout en étant pleinement eux-mêmes. Ils nous parlent aussi du choix qui les anime. Faire le pari d'aller chercher, de mobiliser et de propulser tous les potentiels de leurs équipes pour assurer le succès de leur entreprise. Culture Talent, un podcast proposé par le Labo des Talents et animé par Florence Hardy. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Culture Talent. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Feuzet. Bonjour Stéphane. Bonjour Florence. Je suis enchantée de t'avoir là. Merci de prendre sur ton temps là en cette fin d'année, puisqu'on est en fin d'année au moment où on enregistre ce podcast. Alors Stéphane, tu es DSI, le DSI de CLI. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui est CLI et qu'est-ce que ça veut dire être DSI dans ce groupe ? Alors, CLI est une entreprise qui a plus de 35 ans, près de 40 ans maintenant d'existence sur le marché. C'est une entreprise qui a vocation à construire des solutions logicielles pour ses clients. Donc, on développe des applications en fonction des besoins exprimés par les clients et nous essayons de les adapter, de les mettre en œuvre de manière la plus efficace possible. On est aussi éditeur de logiciels sur un certain nombre de logiciels bien précis, sur des marchés bien précis. Et moi, mon rôle au sein de CLI, donc je suis DSI, mais j'ai une double casquette. Je suis DSI, donc classique sur la partie back-office, donc la partie interne de l'entreprise. Donc donner aux gens des outils, des matériels informatiques. Pour que leur journée numérique se déroule le mieux possible. Okay. Et on a aussi une casquette d'infogéreur et d'hébergeur, c'est-à-dire qu'on fournit un service à destination de nos clients. CLI développe les applications, mais des fois, c'est compliqué de les poser quelque part où il y a des gens qui s'en occupent après. Et voilà, c'est nous, on intervient. Donc, on fournit un package all-in-one, finalement, pour nos clients. Et une de vos caractéristiques, parce que dans le monde de la tech, on entend beaucoup parler d'entreprises américaines, notamment, pas que, mais beaucoup. Vous êtes une entreprise française, résolument française, qui travaille notamment pour des acteurs publics, ou parapublics. CLI travaille fortement pour le secteur public. Bon, on a une bonne partie sur le secteur privé aussi, mais on a la majorité de notre activité sur le secteur public. CLI a été fondé par des gens qui sont toujours présents à leur tête. Un fort ADN français, un fort ADN vers la souveraineté. Ces caractéristiques qui nous distinguent un petit peu justement dans cette actualité un peu particulière actuelle. Ok. Alors, on s'est croisés il y a un certain nombre d'années déjà et tu as découvert au moment de notre rencontre l'approche dite par les talents. Et c'est vrai que dans ce podcast, moi, j'aime bien vraiment donner la parole à des personnes qui se sont emparées de cette approche pour en faire quelque chose, rayonner eux-mêmes et faire rayonner leurs équipes. Avant de te demander quels sont tes talents, qu'est-ce que tu en fais, etc., est-ce que tu veux bien nous raconter ton parcours et ce qui t'amène à aujourd'hui exercer ce rôle de DSI chez CLI ? Alors, mon parcours, il est à la fois classique et atypique. C'est-à-dire que j'ai une formation déjà qui est académique à la Sorbonne, donc rien à voir avec l'informatique. D'accord. Mais bon, j'étais tombé dedans quand j'étais petit parce que j'ai participé beaucoup dans des associations d'informatique. Je suis de la génération des assos 1901. Et tu as fait quoi à la Sorbonne alors ? À la Sorbonne, j'ai fait une maîtrise d'analyse et politique économique. Ok, je découvre, génial. Voilà, mais par contre, l'IT était ma passion. Et à l'époque, quand je suis sorti de mon cycle académique, l'IT recrutait pas mal. Bon, je suis allé voir des recruteurs qui m'ont dit « Ouais, non, mais vous, on recrute des scientifiques, on va pas avoir de littéraire. » J'ai insisté, je fais « Si, faites-moi passer un test. » Et le test a été concluant. Et là, à ce moment-là, j'ai intégré Ciseka, qui était une branche de Thales à l'époque. Et j'ai commencé comme ingénieur de production. Voilà. Et après, j'ai suivi un parcours où j'ai touché un petit peu tous les métiers de l'IT, d'ingénieur de production, ingénieur d'études, après chef de projet, puis manager, et aujourd'hui DSI. Ok, extra. Voilà. Mais je ne savais pas, je découvre ce parcours. Je garde quelques petites surprises des fois. Et alors, à un moment donné, dans une autre vie, une vie précédente professionnelle, tu découvres tes talents. Alors, raconte un peu comment ça se passe pour toi, qui est donc personne très intéressée par les matières, j'allais dire des humanités, mais en même temps à fond dans la tech. Oui, alors moi, je suis quelqu'un qui fait de la tech, mais qui adore l'humain. C'est vraiment c'est pour ça que
Je suis pas allé vers le management parce qu'on m'a dit il faut faire du management. Je suis allé vers le management parce que j'ai envie de faire du management et pas parce que c'est la voie naturelle pour progresser. Non, pas du tout. C'est parce que ça me plaît, l'humain me plaît. Je pense que ça vient de mon historique 1901 où on est vraiment mêlé aux gens de base. On pourrait dire le goût des gens. Voilà, le goût des gens, le goût de faire travailler, d'associer les gens ensemble pour travailler. Et c'est l'initiative de mon précédent DSI, Jean-Cédric, pour ne pas le citer, qui est venu sur le podcast au début, voilà, qui a lancé l'initiative autour des talents. C'était, je crois, en 2016. Je n'ai plus la date exacte. Voilà, on était sur un périmètre réduit au début. C'était un nombre de personnes limité. Et j'ai découvert les talents. J'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial parce qu'on avait une approche sur les qualités des gens, finalement. On cherche toujours dans les parcours à faire progresser les gens sur leurs défauts. C'est difficile de faire progresser les gens sur leurs défauts. C'est éreintant, et puis les gens n'ont pas envie, la plupart du temps. Oui. Et progresser sur ses qualités, ses avantages, ses forces, je garde le mot talent pour la fin, c'est tellement plus naturel, tellement plus simple. J'ai trouvé l'approche géniale, et ça a particulièrement matché pour une bonne partie de mes équipes à l'époque. Et voilà, j'ai donc depuis maintenant un peu moins d'une dizaine d'années, je m'appuie sur mes talents pour me développer et grandir. Et ça a été un vrai plus dans mon parcours. Oui, je me souviens que tu m'as dit il y a quelques mois, là, quand on s'est recroisés, en fait, je ferais sans doute pas ce que je fais aujourd'hui, en tout cas certainement pas de cette manière-là, sans avoir la conscience de mes talents. Alors, on va arrêter le suspense. Dis-nous un peu quels sont tes talents, comment tu t'en es emparé, et peut-être si tu as un chouchou ou s'il y a quelque chose qui a été plus une révélation pour toi. Alors, mes 5 talents sont dans l'ordre de communication, Woo, Arranger, Positivity et contexte. Ouais. Mon chouchou, c'est clairement Woo. Ok, alors Woo, raconte, parce que Woo, ce n'est pas le grand méchant loup, c'est bien autre chose au contraire. C'est vraiment l'envie d'échanger avec les autres, peut-être l'envie de séduire aussi, d'être compris, d'embarquer les gens, motiver les autres à être en phase avec potentiellement ce qu'on partage. Et alors quand tu découvres ça tout au début sur ton rapport, qu'est-ce que tu te dis ? Moi, je me dis, oui, je suis à l'aise, je suis pas quelqu'un trop d'introverti, mais je me dis, je suis pas à ce point-là, quoi. Ouais. Et je me rends compte que si. Je me rends compte que plus je travaille, plus je suis à l'aise pour des situations totalement sorties. Et alors, c'est intéressant, tu dis plus je le travaille, comment tu le travailles ? Enfin, comment ça se passe ? C'est chouette que tu puisses nous raconter de l'intérieur. Je le travaille par la confiance en moi sur ce talent-là. Le Woo, c'est de ne pas avoir peur d'aller vers les gens, d'aller parler, de prendre le contact et autres. Et finalement, de se dire, mais pourquoi je me fixe des barrières ? J'ai rien à perdre. C'est quoi cette barrière ? Et du coup, ça m'a donné confiance dans ce talent-là. Et j'ai franchi ces différentes barrières pour aujourd'hui ne pas avoir peur d'échanger avec mon PDG sans aucun problème, lui partager mes idées, lui partager ma vision avec un discours aussi fluide, aussi simple, aussi naturel, tout en gardant le respect, la position hiérarchique qu'il a et qui est tout à fait normale. Mais ça permet d'être beaucoup plus efficace dans les échanges aussi. Et alors, inversement avec mes équipes. C'est-à-dire que mes équipes, je leur parle facilement et je les amène à parler facilement avec moi. C'est ça. Donc en fait, tu fais tomber les barrières et tu crées de la communication interpersonnelle ou en groupe de façon très facile, très aisée. Tu facilites ça. J'essaie de faciliter la confiance par le là. Tu as des anecdotes de ton Woo en action ? J'en ai une particulière qui me marque. Certains anciens de ma précédente entreprise la reconnaîtront. Lors d'un événement assez classique de Hollands, donc un comité où il y a environ 150 personnes de la DSI précédente, dans un grand auditorium, on présentait l'organisation de la future équipe. Donc ça, c'est toujours des moments assez clés, parce qu'il faut structurer les choses, annoncer des choses qui vont peut-être convenir à certains, peut-être moins à d'autres. Et puis, c'était un moment peu simple pour moi. En plus, ça se faisait en anglais, c'était génial. Et je me suis dit, comment je peux embarquer les gens ? Ça va être... ils ont cette notion de cohésion que je veux toujours mettre en évidence. Et je me suis dit que j'allais le faire en chanson. Et je peux vous dire que chanter devant 150 personnes en anglais... C'est-à-dire que c'est pas en chanson enregistrée sur Spotify. Pas du tout. Alors, j'ai mis un petit fond sonore et c'est moi qui ai chanté quelques paroles par-dessus. Et la chanson, c'était Come Together des Beatles. Parce que ça symbolisait bien le fait d'être ensemble, de travailler ensemble, d'avancer ensemble et qu'on y arrivera ensemble. Et bien sûr, il y a eu des rires, des applaudissements, des gens qui ont chanté, mais ça a surtout provoqué une adhésion. Les gens de l'équipe ont vraiment adhéré au mouvement, et c'est resté parce que le logo de l'album des Beatles est devenu le logo de l'équipe.
Donc voilà. Donc en fait, tu as vraiment fait appel alors à tes talents bien sûr, mais aussi à la strate émotionnelle qu'on a tous pour pouvoir se connecter à quelque chose et faire passer ton intention, c'est-à-dire voilà, plutôt de voir un slide classique où les gens lisent quelque chose et autres. Ouais. J'ai attiré l'attention de tout le monde et tout le monde s'en est rappelé. Génial. Alors, il y a un côté en toi qui est très anti-stéréotype du DSI, je trouve. Déjà, par ton parcours, je viens de découvrir, mais aussi, à ce que tu racontes, ça correspond pas tellement à l'image en tout cas, moi, je peux me faire d'un DSI qui est quelqu'un qui est hyper sérieux, très expert, centré sur les métiers, les outils, la technologie. Et tout ça, c'est indispensable, j'imagine. Mais c'est quoi ton profil unique de DSI, quoi ? Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça ? Enfin, un DSI, avant tout, c'est un manager. Un manager, c'est tourné vers l'humain. Oui, j'ai un background technique, mais il me sert juste à être légitime. Mes équipes sont bien plus légitimes que moi, des fois, sur des sujets techniques. Puis je leur fais confiance. Tout ça, c'est de l'humain. Et les équipes, si elles ne travaillent pas avec de l'envie, ça ne marchera pas. Ouais. L'envie, elle est déjà basée sur la transparence. Je suis très transparent avec mes managers. J'ai tendance à leur dire toutes les difficultés que je rencontre et tous les aspects positifs que je rencontre. De manière totalement transparente, je ne cache rien. Alors, qu'est-ce que ça crée pour eux, ça, quand tu leur partages ? Ça crée un lien de proximité qui, eux, leur permet de me faire ce même type de retour. Mon patron me partage telle difficulté, telle chose, il me partage tel truc positif. Et mécaniquement, au bout d'un moment, ils font la même chose. Ça prend un peu de temps, mais au bout d'un moment, ils font la même chose. Ok, donc il faut persister. Parce que c'est pas parce qu'on dit ça la première semaine que tout est en place. C'est un travail sur le long terme. Et ce climat de confiance, on le crée. Quand je suis arrivé chez CLI, j'arrivais dans une nouvelle équipe. J'ai pu choisir quelques personnes qui sont arrivées, mais c'était assez limité. Oui. Et donc, il fallait que j'embarque les gens existants. Et les gens existants étaient des forces, des talents qui étaient tout à fait adaptés à l'entreprise. Le tout, c'était de les motiver sur cette nouvelle trajectoire. Et je leur ai donné toute la vision que j'avais. Je leur ai expliqué et puis je leur ai partagé. On a travaillé ensemble. Ouais, on est tout de suite une équipe, quoi. Je suis curieuse, faire un petit arrêt sur image au début. Donc, tu arrives dans ce nouveau rôle et tu rencontres plein de gens que tu connaissais pas avant. Donc, on peut imaginer que ton woo, effectivement, connecte assez vite. Et puis, tu commences donc à impulser ta marque, c'est-à-dire à leur partager tout un tas de choses, y compris les difficultés en transparence. C'est quoi les premières réactions ? Alors, les réactions sont variées selon les profils. Il y en a qui sont extrêmement prudents, qui gardent une relation très professionnelle, on va dire ça comme ça. Et il y en a d'autres qui adhèrent, et c'est les premiers relais sur lesquels il faut s'appuyer pour pouvoir démultiplier l'effet. Oui. Au fur et à mesure, on gagne du terrain et on embarque toute l'équipe. Souvent, alors moi je manage des managers qui managent des équipes. On a souvent une relation 1 pour 1, unilatérale. Sauf que moi je dis non. Non, avant tout, on est une équipe. Moi j'ai une équipe autour de moi, donc je manage une équipe qui elle-même manage des équipes. Et leur faire prendre cette notion d'équipe, ça, c'est un game changer pour moi dans la manière d'animer et de gérer. Et alors, comment tu pratiques ça ? Parce qu'effectivement, manager de manager, c'est une position particulière. Il y a de la complexité. On peut à la fois vouloir avoir des liens avec tout le monde parce que c'est bien d'être en proximité. Et en même temps, il y a l'organisation et le périmètre de chacun. Je pratique avec des réunions d'équipe très régulières. Les réunions d'équipe sont limite plus importantes que les one-one. Ouais. Ça, c'est un point clé pour moi. Et je les invite vraiment, vraiment à se faire confiance entre eux. On dit souvent dans des organisations assez cloisonnées, les gens essayent de tirer la couverture à soi, vont pas essayer d'aller aider l'autre. Oui. Moi, c'est pas. On est dans le même bateau, on travaille tous ensemble. Et ça, j'ai vraiment, vraiment travaillé sur ça pour que. Je suis arrivé, c'était assez cloisonné, on va dire. Et là, aujourd'hui, ils s'entraident entre eux avec leurs talents. Et justement, je trouve que ça permet très bien avec l'histoire des talents parce que, du coup, ils ont appris à se découvrir il y a peu de temps. Ouais. Et ça renforce encore plus cette envie de collaborer et de travailler ensemble en s'appuyant sur des. Ça, c'est intéressant parce que tu incarnes de base le fait que on n'est pas performant individuellement. Enfin, on peut l'être individuellement, mais ce qui est important et ce qui va faire la réussite, c'est de l'être ensemble. Tu cultives ça et l'approche des talents, elle vient t'aider à cranter des choses là-dessus et à aller encore un cran plus loin. Oui, et moi, dans ma vision de l'organisation humaine, s'il n'y a pas cette notion de team spirit, je pense que j'arriverai moins à faire cultiver les talents des gens. Parce que finalement, les talents, c'est bien, mais les talents des autres, c'est quand même pas mal. Oui, alors vas-y, raconte peut-être des moments de complémentarité ou des moments où, justement, on voit le bénéfice d'être différent. Alors, moi, clairement, hein, je suis un DSI, j'ai une vision très contexte, donc je m'appuie beaucoup sur le passé. Oui. Je sais organiser les équipes. Mes thèmes futuristiques, ideation, enfin, de penser à l'avenir, je ne devrais pas trop le dire publiquement, mais je suis pas le plus fort du monde là-dessus, et j'ai vraiment besoin d'aide là-dessus. Et j'avais préidentifié des gens, mais je n'étais pas encore totalement certain.
Et aujourd'hui, ils m'aident à construire les roadmaps plus facilement. C'est-à-dire que je construis avec eux l'avenir à 2, 3, 4 ans. Et je leur dis de réfléchir sur ça. C'est-à-dire qu'on se revoit et on y travaille et ils enrichissent ce sujet-là. À titre personnel, je suis ravie parce que ça faisait partie des choses qu'on avait esquissées suite à un séminaire récemment. Et, on a mis en place cette démarche. Voilà, on se voit maintenant trimestriellement, mais on essaye encore une fois, tous ensemble, de travailler. De construire. En tant que leader, on ne peut pas être bon partout. On n'est pas exceptionnel à tous les endroits. En revanche, on n'est pas non plus tout seul. Et peut-être notre plus grande responsabilité, c'est d'être conscient de là où on est moins, d'être OK avec ça et de savoir faire peut-être aussi briller les autres, les faire aussi se développer. Parce que j'imagine que les gens que tu sollicites pour ces roadmaps, ça doit être dans leur corde et dans leur zone de plaisir. Oui, ça leur fait envie. La plupart du temps, ils ont il y en a d'autres qui vont être moins à l'aise, mais c'est pas grave, ils vont être à l'aise sur d'autres domaines. Mais oui, dès qu'ils ont envie, la qualité du travail est démultipliée. Tout vient plus naturellement. Et c'est quand même plus simple de travailler naturellement que... C'est ça. Au-delà des outils, stricto sensu, comment tu t'y prends, que ce soit au quotidien ou peut-être de manière récurrente, pour faire en sorte que dans ton organisation, chacun soit positionné et s'investisse sur des choses où il va pouvoir exceller, où il va pouvoir être dans le plaisir et pas dans le côté laborieux du travail. Oui, alors le plaisir au travail est quelque chose d'incontournable. J'essaye de positionner les gens sur des périmètres où ils vont prendre le plus de plaisir. Quand je suis arrivé, il y avait un collaborateur de mon équipe qui avait 5 casquettes. Il y avait plein de casquettes, il n'en pouvait plus. Et je lui ai demandé de faire un choix. Quelle est la casquette qui te plaît le plus ? Oui. J'ai pas dit quelle est la casquette où j'ai plus besoin de toi. C'est quelle est la casquette qui te plaît le plus, sur laquelle tu vas exceller. Il a fait ce choix. Et aujourd'hui, il est pleinement épanoui. Je pense qu'il s'appuie sur ses talents aujourd'hui pour développer le périmètre que je lui ai confié. Et on a recruté quelqu'un pour compléter les périmètres qu'il a laissé tomber. Mais c'est pas grave. Il est à l'aise et la personne que j'ai recrutée, elle est parfaitement à l'aise sur ce périmètre-là. On parle beaucoup de liens, d'humains, et donc ça passe par des échanges, des conversations, que ce soit sur Teams ou dans la vraie vie. Je vois que tu lèves les yeux au ciel. Je suis pas trop... voilà. Alors, j'ai quitté ma précédente entreprise. Il y avait trop de télétravail. C'était vraiment extrêmement difficile pour moi parce que tu sens bien dans mes paroles que l'humain, alors je vais pas dire le contact physique parce que c'est malvenu, mais le contact visuel quotidien, les échanges avec les gens, c'est clé pour moi, quoi. Si je vois pas mes collaborateurs, je suis pas bien, quoi. Ouais, c'est hors sol. Sauf quand je suis en vacances, bien sûr. Okay. Et du coup, le télétravail m'a amené à quitter l'entreprise. Enfin, ça fait un des vecteurs. Et je me suis retrouvé dans une entreprise où le contact humain est clé, quoi. Et où on est et clé, du coup, sans jeu de mots sur clic, les groupes. Voilà, ouais. Et je peux interagir quotidiennement. Voilà, ce contact est vraiment incontournable pour faire passer ses idées. Et en plus, moi qui suis en mode ou et communication. Oui. Au niveau de la construction de la confiance, comment tu t'y prends ? Que ce soit pour toi et aussi de la confiance interpersonnelle. Alors, la confiance en moi, elle progresse par étapes, de manière itérative. Donc, je parlais tout à l'heure de barrières que je franchissais au fur et à mesure sur l'aspect où. C'est la même chose sur, par exemple, la communication, où je suis à l'aise à l'oral, où je n'étais pas très à l'aise à l'écrit. Mais je sentais que c'était, finalement, j'ai travaillé progressivement, je me suis dit, mais l'oral, l'écrit, c'est éloigné, mais c'est pas si éloigné que ça. Oui, en fait, le point commun, c'est le message qu'on veut faire passer. Voilà, c'est le message, c'est comment je fais passer mon message, comment je simplifie mon message à l'écrit, comment je le rends plus percutant. Et je vois que j'ai moins de mal à progresser sur ce sujet-là. Ça me fait plaisir, ça me fait envie de faire des belles présentations. Donc c'est plutôt un kiff qu'un pinceau. Voilà, donc je progresse de manière itérative sur ce sujet-là. Comme sur la partie où, voilà, c'est étape par étape. Ça prend du temps, tout ne se fait pas un claquement de doigts, hein, bien sûr. Hein, En fait, si je résume, je pense que tu es une des premières personnes à le formuler comme ça dans les gens avec qui j'ai échangé récemment. C'est prendre le temps d'investir en soi pour peaufiner ce qui peut être notre naturel et pour vraiment le raffiner, le mettre à profit et avoir conscience que c'est un chemin avec des étapes. C'est du travail. Ouais, c'est du travail, c'est un travail personnel. Voilà. On n'est pas, moi, je suis pas Superman. Hein, donc, ouais. C'est ça. Et en même temps, tu as un peu plus bas, tu nous en as pas parlé, mais le talent activateur. Donc, je vois l'activation, la capacité à orchestrer, à arranger, et puis tout ce lien humain. Je me disais, est-ce qu'il y a des talents que parfois tu apprends aussi, inversement, à modérer ? Alors, oui, clairement.
Moi, j'appelle ça la dark side parce que j'aime bien Star Wars. Donc, le côté obscur du talent, il faut vraiment que je fasse attention. Je suis quelqu'un qui est beaucoup dans la communication, dans la positivité, dans le goût. Avant, j'arrivais, ça pétait dans tous les sens. Bonjour tout le monde, ça va, machin et tout. Il y a des gens qui ont des fois pas le moral et on n'a pas envie d'être dérangé et autres. Et j'ai appris à me modérer là-dessus, à être attentif. Oui. Parce que je perturbais ces personnes-là, il fallait que je me retienne. Même chose, communication, on se rend compte un peu, je suis un peu trop verbeux parfois à l'oral. J'essaye de me retenir pour que mes collaborateurs parlent, pour les écouter et récupérer de l'information pertinente de leur part. C'est quelque chose que je faisais très peu avant. Et ça, c'est voilà. Okay, donc ça, c'est un autre travail. Voilà, c'est un autre travail parce que je sais que j'ai une vraie dark side là-dessus et je le sens. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, avis aux abatteurs et à ceux qui nous écoutent, travailler sur ses talents, aller cultiver ses forces, ça ne veut pas dire qu'on est dans un monde de bisounours, ni que tout est facile. C'est du boulot, en fait. Ah, c'est du boulot, ouais, c'est du boulot. Mais c'est du boulot naturel. C'est pas une tâche où je vais me noter dans ma to-do les choses à faire. C'est quelque chose qui vient naturellement. C'est ça le plus important pour moi. Et comment tu gères ton énergie ? Parce que là, on est dans une conversation chouette sur les talents, etc. Mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a quand même une masse de travail, de sujets, de complexité surtout dans le monde d'aujourd'hui. Donc, comment tu gères tes propres ressources ? Déjà, j'essaie de me fixer des limites sur mon temps de travail, d'être bien clair sur celui-ci pour bien distinguer ma vie pro de ma vie perso. Et après, j'essaie d'être très structuré. Je ne sais pas dans quel talent ça peut apparaître. Mais c'est l'arrangeur, je pense. Je suis très organisé. J'ai des listes de to-do très précises par domaine. J'ai des manières de traiter mes mails qui sont très particulières. Comment on prend les conseils, si tu peux. Mon flux de mails n'est jamais... Il n'y a jamais plus de 5 ou 10 mails encore non lus. C'est toujours... Tous mes mails sont lus très, très rapidement, très efficacement. Je ne laisse jamais aucun sujet de côté. Jamais. Soit je le délègue quand je vois un sujet qui arrive, immédiatement. J'ai un besoin de réactivité très fort. Oui. Si je n'ai pas cette réactivité, je ne suis pas à l'aise. Il y a des gens qui disent « j'aime bien mettre un mail de côté, j'y répondrai 3 jours plus tard ou 4 jours plus tard ». C'est impossible pour moi. Mais alors justement, je relance ma question, comment tu t'épuises pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est naturel pour moi. Je ne suis jamais épuisé sur ça. C'est vraiment un mode de fonctionnement qui fonctionne pour toi. Oui, je pense que j'ai trouvé ma bonne organisation là-dessus. Ok. Stéphane, au fil de notre conversation, moi ce que je perçois, c'est que tu as des pratiques qui ne sont pas très classiques de manière de l'idée et d'emmener tes équipes. Je serais curieuse de savoir quelles sont les convictions, à quoi tu crois profondément, qui fait que c'est comme ça que tu animes ton collectif. Moi, j'ai confiance dans l'humain. J'ai confiance dans les gens. C'est vraiment un point extrêmement important pour moi. Je pense que ça vient de mon passé association 1901, où j'ai vu les gens qui travaillaient ensemble. J'ai vu que c'était de manière bénévole et c'était formidable. Et cette confiance dans les autres, c'est quelque chose que j'accorde dès le début. Je ne me pose pas de questions. Je croise quelqu'un dans la rue, j'ai confiance. Enfin, c'est vraiment, par principe, j'ai confiance. Ça crée tout de suite un socle de base beaucoup plus facile pour travailler. Oui. Voilà. Donc j'ai eu confiance dans toutes mes équipes quand je suis arrivé. J'essaye de les faire progresser avec cette confiance. Par contre, si on la perd, c'est un peu plus difficile à la regagner par derrière. Ça, c'est sûr. Mais c'est mon aspect bisounours, mon aspect oui. J'ai confiance dans les gens, j'ai confiance dans l'être humain. C'est quand même plus sympa d'échanger, de discuter ensemble de manière ouverte, bienveillante, motivé que de rester un petit peu toujours méfiant et autres, quoi. C'est intéressant parce que dans les références, les modèles qu'on peut avoir, nous, dans notre pratique, on parle parfois de l'effet Pygmalion, c'est-à-dire que le fait de projeter dans quelqu'un pas mal de choses qu'il va pouvoir déployer, on a confiance, on voit un potentiel, on voit des possibilités, ça crée de la confiance chez l'autre de pouvoir le faire. Donc en fait, on induit ce qu'on cherche d'une certaine manière. Exactement. J'ai l'impression que c'est ça que tu dis. Moi, je veux que mes équipes aient confiance en eux. Parce que je me rends compte que plus ils ont confiance en eux, plus ils vont faire du travail de meilleure qualité, ils vont être épanouis, ils vont être motivés. Enfin, on peut mettre plein de mots derrière tout ça. Mais et du coup, peut-être pour conclure, si on était ici, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais dans une pièce où tu aurais des homologues, alors DSI ou autres, mais en tout cas manager de manager, qu'est-ce que serait ton meilleur conseil ou une bonne pratique que tu pourrais suggérer ? Alors, mon meilleur conseil, ce serait déjà de découvrir ses talents au plus tôt. Au plus tôt. Ah oui, tu me disais ça. Oui, ne pas attendre. Ne pas attendre. Comme on disait tout à l'heure, on n'est pas Superman, donc un talent, ça se travaille progressivement, sur la durée, sur le temps. Moi, ça fait près d'une dizaine d'années que je les travaille, et j'ai encore une marge de progression non négligeable. Donc, plus on le découvre tôt, plus on peut y travailler sereinement. Et mon message vis-à-vis d'autres managers, c'est vous gérez une équipe, vous gérez des gens, vous gérez pas un service, vous gérez de l'humain. Ouais.
Et c'est le premier point clé dans notre métier. Et les gens ont tendance à l'oublier. Ils sont très techniques, ils sont très structurels, et même par rapport à l'humain. Ils ont une vision très organisationnelle de l'humain. Et ils oublient que, avant tout, l'humain, il y a un aspect émotionnel, il y a un aspect relationnel qui est clé. Donc, c'est prendre comme centre de gravité les personnes et la relation humaine. Super. Écoute, merci beaucoup, merci Stéphane, Florence, pour ce partage. Ce fut un plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez vous connecter avec Stéphane Feuzet sur LinkedIn. Le lien sera dans la description de l'épisode. Vous connectez avec nous au Labo des Talents. Et vous pouvez aussi et surtout, et ça serait vraiment chouette, vous abonner au podcast, éventuellement même nous laisser un petit commentaire. D'abord, moi je suis toujours intéressée à la lire. Et deuxièmement, ça nous aide à faire rayonner ce travail et tous ces managers fantastiques qui font le choix de vraiment faire fructifier les potentiels humains. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. À très bientôt sur Culture Talent.